Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouveau magazine La Transparence. Merci d'être branchés sur la www.svenmediab.info et sur la radio Sven 89.3 pour ceux qui nous suivent en direct des Bukavu. Aujourd'hui, nous allons parler des chiffres. Les chiffres avec le rapport de l'Initiative pour la transparence des industries extractives en RDC, ITA en sigle. La plateforme Publier ce que vous payez vient de rendre public les rapports de l'ITA 2018-2019, les premiers semestres 2020, tels que ça se présente sur vos écrans. Pour ceux qui ont besoin de suivre par chiffres, c'est que la province du Sud Kivu a déclaré, c'est que les industries ont payé à la province. Il suffit d'entrer sur les sites de l'ITA RDC. Et pour en parler, pour décortiquer ce rapport, nous avons avec vous Maître Grégoire Kassadi. Maître Grégoire Kassadi, bonjour. Bonjour Judith. Vous êtes directeur de la maison mine du Kivu, MNKI, une plateforme des ONG de la société civile du Sud Kivu qui travaille sur l'ITA. Comprenez par ITA l'initiative pour la transparence des industries extractives. Eh bien, l'ITA a publié le rapport des déclarations des entreprises minières à travers la République. Et vous, le mardi, vous avez rendu public ces rapports uniquement pour la province du Sud Kivu. Qu'en est-il, maître? Qu'est-ce que la province a déclaré et les industries minières du Sud Kivu ont déclaré à la province? Merci Judith pour la parole. Je voulais d'abord faire une courte introduction pour expliquer un peu l'ITA, c'est quoi. En fait, l'initiative pour la transparence des industries extractives, c'est une approche internationale qui permet au pays, n'est-ce pas, de prendre les données qui sont collectées dans les entreprises, dans les régies financières, et de les mettre à la place publique pour obtenir un débat public. L'objectif, au fait, c'est d'obtenir un débat public, mais aussi de rassurer les investisseurs sur les questions transparentes de revenus qui sont payés. Alors, l'approche de l'ITA, au fait, c'est laquelle? L'ITA travaille avec un groupe multipartite. Et le groupe multipartite signifie qu'il y a le gouvernement, n'est-ce pas, qui est impliqué à travers le ministre des Plans et d'autres ministères. Il y a la société civile à travers les organisations de la société civile dans toutes les provinces, où il y a exploitation des ressources naturelles globalement, mais il y a aussi les industries qui participent à l'ITA. C'est dans ce sens-là que pour collecter ces données, les données sont collectées dans les régies financières, qui sont les services étatiques, et sont triangulées dans les entreprises pour qu'on se rassure que les données qui sont dans les régies financières sont les mêmes que les entreprises ont payé, n'est-ce pas? Mais aussi, ce travail est fait par les organisations de la société civile qui vont sur terrain et utilisent les communautés, n'est-ce pas, pour compléter les données. Vous voyez que c'est tout un paquet d'actions où l'État, sa population et les entreprises extractives sont impliqués. Au fait, brièvement, c'est de cette manière-là que l'ITA travaille. Et dans l'ITA, il y a 7 exigences. Les 7 exigences sont axées sur les 5 maillons de la chaîne des industries extractives, à savoir l'octroi des permis ou des contrats, c'est-à-dire on doit comprendre la transparence à partir du moment où l'État signe le contrat. Et ces éléments-là doivent se retrouver dans le rapport. Il y a ensuite l'exploitation, n'est-ce pas? Donc les opérations. Donc, c'est savoir, est-ce que les sociétés sont en train de travailler dans les normes nationales et internationales pour exploiter. Et il y a ensuite la collecte des revenus. C'est-à-dire, à ces moments-là, l'ITA essaie de comprendre
comment les revenus sont collectés, n'est-ce pas? Est-ce que l'argent est collecté dans les règles? Est-ce que ça entre dans le trésor public? Et puis l'utilisation des revenus. À quoi sert l'argent qui est collecté? L'ITIE essaie de suivre à quoi cet argent a été utilisé. Qu'est-ce que cet argent a fait? Et ensuite, on essaie de comprendre les paiements sociaux. Les paiements sociaux, c'est quoi? Les paiements sociaux, c'est l'impact de l'argent collecté sur les communautés. Sur les communautés, c'est-à-dire savoir, est-ce qu'on a construit des écoles? Est-ce qu'on a construit des hôpitaux? Est-ce qu'on a construit des routes? C'est là les paiements sociaux. Qu'est-ce que ça fait pour les communautés? Et enfin, on étudie l'impact global, hein, c'est le 5e maillon de la chaîne, l'impact global, n'est-ce pas, de tout le processus, donc toute la production industrielle des ressources naturelles, à savoir, l'ITIE ne travaille pas seulement sur les minéraux, mais travaille aussi sur les gaz, mais aussi sur le pétrole à Mwanda, hein, dans le Congo central. Oui, au fait, brièvement, je voulais introduire par là, avant d'entrer dans les chiffres, parce que vous avez annoncé votre présentation par les chiffres. Pour le site Kivu, le rapport, au fait, reprend toutes les données de la République démocratique du Congo, parce qu'elles ont été collectées dans toutes les provinces. Mais pour le site Kivu, la déclaration n'a retenu que 3 130 000 $ pour les 3 ans, à savoir l'année 2018, 2019 et le premier semestre 2020. Et c'est combien d'entreprises comme ça qui ont déclaré et payé ces 3 130 000? C'est 32 entreprises qui ont déclaré cet argent. Parmi les 32, il y a top 3 entreprises qui ont payé les 91%. Je peux dire que Twangiza Mining lui-même a payé 90% de ce montant-là parce qu'ils ont payé dans les 2 550 000 $. Twangiza Mining lui-même. Et les autres entreprises ont payé le reste, donc le 1%, si je peux appeler ça comme ça. Alors, maître, c'est quand même étonnant. Comment expliquer qu'en 3 ans, 32 entreprises aient déclaré et payé, et puis là, je précise que ce sont des entreprises minières qui aient déclaré et payé 3 130 000 $ dans le Sud Kivu. Comment vous expliquez ça? Là, c'est la question à laquelle nous tous nous devons répondre comme citoyens, n'est-ce pas? C'est la question que chaque citoyen doit se poser, les organisations de la société civile, l'État congolais, n'est-ce pas? Je parle du gouvernorat des provinces, n'est-ce pas? Ce sont des questions qu'on doit se poser pour suivre. Pour suivre et savoir pourquoi ces entreprises ne payent pas. Ou pourquoi elles ne déclarent pas si elles ont payé. Là, moi, je pense à ta question, je pourrais dire ceci. La cause peut être, premièrement, le manque de suivi de l'autorité politico-administrative. Peut être la cause que ces entreprises-là ne payent pas ou payent pratiquement rien. Ça, c'est ce que moi je pense. La deuxième chose, c'est que les dirigeants de ces entreprises, ils ne respectent pas notre pays. Parce que lorsque vous ne payez pas les taxes dans un pays, vous venez dans un pays comme sur une terre conquise et vous vous comportez comme vous voulez. Vous payez pas, ou vous payez entre les mains des personnes qui ne doivent pas recevoir le paiement. Parce que nous nous sommes butés à cette question, donc les équipes ITIE qui sont descendues sur terrain se sont butées à un problème où les ETD refusent de dire combien elles ont reçu. Et vous posez la question à l'entreprise qui a payé, elle refuse elle aussi de dire combien elle a payé. Donc vous voyez déjà, il y a une opacité, n'est-ce pas, hein, sur les revenus qui sont payés. Et là, ça pose un problème. Là, ça pose un problème. C'est le travail de la société civile qui doit produire un peu plus de rapports approfondis, n'est-ce pas, hein, sur la question. Mais aussi, c'est le travail de l'État de suivre son argent. L'État ne doit pas se taire devant l'érosion de sa fiscalité, devant l'érosion de son argent.
C'est quand même assez regrettable que lorsque nous lisons ce rapport, tel que vous l'avez présenté là-bas, lorsque nous lisons ce rapport, c'est très regrettable de voir certaines entreprises, je vais parler de celles qui font trop de bruit dans le pays. On prend par exemple Regal. Regal n'a payé que $5 000. En 3 ans. En 3 ans. Et Regal, c'est une entreprise congolaise? Non, c'est une entreprise étrangère qui a des fonds étrangers. Regal n'a payé que 5 000. Vous pouvez vous imaginer. Alors qu'une petite coopérative, la coopérative des artisans miniers du Congo, a payé 910 000. Ça, c'est dans quel territoire? De Chabunda. Ok. Si des simples citoyens, des créateurs, n'est-ce pas, peuvent se donner la peine de payer leurs taxes normalement, de payer les revenus normalement, alors qu'il y a des entreprises qui se disent être gros, mais qui ne payent pas, je pense qu'il faut trouver un fouet pour les suivre. Alors, dites-nous, Maître Grégoire, comparativement aux années antérieures, c'est-à-dire avant 2018, il y a amélioration par rapport à cette situation ou il y a régression? J'ai 2 réponses qui semblent se contredire. Il y a amélioration en termes de nombre d'entreprises qui déclarent. Parce qu'à l'époque, toutes ces entreprises ne déclaraient pas. En 2017, là je parle du rapport 2017. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a aussi régression par rapport aux chiffres, n'est-ce pas? Okay. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule entreprise qui déclarait, c'est Twangiza Mining. Donc Banro à l'époque, on l'appelait Banro. Elle seule déclarait. Mais le chiffre que Banro payait, il était presque le quadruple de ce qui est payé par toutes les entreprises, ici dans ce rapport de 3 ans. Donc, maintenant, Banro est en difficulté. Les entreprises ont augmenté, mais les chiffres ont diminué. Ont diminué. Ok. Parce que Banro est en cessation d'opération. Il y a eu un transfert d'actions. Donc Banro, qui est canadienne, donc la canadienne, a passé ses actions à Bain SA, qui est une entreprise de fonds chinois installée à New York. C'est elle qui a racheté. Et comme elle a stoppé un peu les opérations, on peut comprendre qu'il y a réduction par rapport au paiement de Banro. Mais il n'y a pas que Banro. Nous avons dit ici, il y en a 32. Mais au-delà des 32, il y a des entreprises qui n'apparaissent pas ici et qui sont opérationnelles dans la ville. Donc, qui opèrent encore en toute illégalité. En toute clandestinité. Et ça aussi, c'est un autre problème. C'est-à-dire quoi? Ils opèrent la nuit? C'est-à-dire quoi? Non, ils opèrent le jour, mais on ne sait pas par quelle couverture. Personne ne connaît la couverture à travers laquelle ils opèrent. Parce que même maintenant, si vous sortez sur la route ici devant votre studio, vous allez voir des véhicules qui passent avec entreprises minières de Kivu, entreprises minières de je ne sais où, des Boalikale, ou je ne sais pas moi, de Chabunda ou de Mwenga. Il y en a tellement, des jeeps qui passent. Mais toutes ces entreprises, on ne les retrouve pas dans ce rapport. Alors, comment ils se sont retrouvés là? Je pense qu'ils ont une couverture. Je pense qu'il y a quelqu'un qui les fait fonctionner. Parce que une entreprise ne peut quand même pas arriver en RDC jusqu'à s'installer, par exemple, à Chabunda ou à Mwenga sans obtenir une quelconque autorisation. Bon, là, je ne sais pas le dire parce qu'on ne les a pas vérifiées pour nous rassurer qu'elles ont des autorisations ou elles n'en ont pas. Mais tout ce que nous, on peut constater, c'est que ces entreprises ne se retrouvent pas dans le périmètre comme nous l'appelons dans les termes haïtiens. Ok. C'est tout. Alors, maître Grégoire Kassadi, nous sommes à ce stade-là où il y a régression par rapport aux chiffres, alors que le nombre d'entreprises s'est amélioré, donc avant 2018. Que doit-on faire face à cette situation? Il y a un triple travail à faire. Et le travail à faire est celui-ci. Il faut d'abord identifier toutes ces entreprises qui opèrent en RDC.
c'est-à-dire essayer de faire une liste d'entreprises, un relevé de ces entreprises, qu'on les connaisse. Qu'elles soient légales ou illégales, qu'on ait d'abord un tableau qui ressorte toutes les entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que moi je pense, c'est d'aller rencontrer ces entreprises pour leur demander sur base de quelles autorisations ils fonctionnent. Et les entreprises qui vont donner leurs autorisations, on va les avoir. Et celles qui ne donnent pas leur autorisation, on les note. C'est comme un index de transparence. On peut utiliser un index de transparence pour les connaître. C'est très facile. Rencontrer chaque entreprise et chaque entreprise va nous dire, moi j'ai tel document, je fonctionne en fonction de tel ou tel autre document. C'est enfin qu'on doit vérifier leur production parce qu'une entreprise ne vient pas faire de la promenade en RDC. Elle vient pour produire. Et alors, si on vérifie les productions maintenant de ces entreprises, c'est la troisième étape. Après vérification des productions de ces entreprises, on peut savoir telle entreprise doit payer combien. Et maintenant, l'État a l'obligation de recouvrer son argent, même par des moyens forcés. Au lieu de rester là, une ville sans route, une ville sans infrastructure, alors que l'argent de l'État est en train de ruisseler de partout. Alors, vous avez publié les rapports. La suite, c'est quoi? En fait, là, nous sommes dans l'étape de dissémination du rapport. Oui. Ce n'est pas terminé, nous continuons à disséminer le rapport. Nous avons commencé ici... Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs à qui vous avez disséminé ces rapports? D'accord. Alors, la dissémination du rapport, en fait, c'est le mettre à la disposition du public, donc de la population. Nous avons commencé ici à Bukavu avec les organisations de la société civile, n'est-ce pas? Et on a eu de très bons moments avec de très belles recommandations des collègues de la société civile qui, en synthèse, se sont donné même des charges. Certaines organisations se sont donné des charges de mener des études pour comprendre les problèmes identifiés dans ce rapport. Et d'autres organisations ont proposé même qu'ils rencontreraient les autorités, n'est-ce pas? Qu'ils rencontreraient les autorités pour que les autorités puissent s'impliquer dans le processus ITIE. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons rencontré aussi les jeunes. Parce que les jeunes, pour nous, ils représentent la cible privilégiée pour l'avenir du pays. N'est-ce pas? Et parmi ces jeunes, on a rencontré les étudiants des universités, n'est-ce pas? Mais aussi les jeunes des mouvements citoyens. Pourquoi les jeunes des mouvements citoyens? Les jeunes des mouvements citoyens ont des approches un peu plus dissuasives que les approches pacifistes de la société civile. Et nous pensons qu'en combinant les approches, on peut arriver à de bons résultats par rapport principalement aux autorités, mais aussi par rapport à ces entreprises qui se pavanent dans la ville ou dans nos territoires et qui ne contribuent même pas au développement de la province. Alors, enfin, c'était hier, le vendredi, nous sommes allés à Twangiza pour rencontrer l'entreprise. D'abord, la première chose avec l'entreprise, c'était de l'encourager par rapport au paiement qu'ils font. Petit soit-il, mais déjà c'est bon de faire un paiement, mais c'est aussi bon plus de déclarer, de dire ce qu'on a payé. Ça évite un peu la tricherie, la fraude, n'est-ce pas? Et nous avons fini avec l'entreprise qu'on a rencontrée donc, au centre d'information communautaire, à Luinja même, à Twangiza donc. Nous sommes allés à la chefferie, on a rencontré le chef de chefferie avec ses bagandas et tout ça. Ce sont des personnalités importantes pour nous, pour comprendre ce rapport, mais aussi, c'était aussi pour féliciter la chefferie de Luinja pour nous avoir aidé à obtenir les données, parce que beaucoup d'autres chefferies n'ont pas déclaré, mais la chefferie de Luinja a quand même offert les données. Non seulement offert les données, mais aussi, ils ont été vraiment très disposés. Et hier, c'était l'occasion de le leur dire et de les encourager à continuer
Même si l'impact de cet argent, ce n'est pas encore très, très visible, mais quand même, c'est déjà un bon point de départ. Donc hier, nous avons terminé avec les communautés, n'est-ce pas, à Luinja même. On a aussi parlé aux communautés, on leur a présenté le rapport. Surtout que ce sont les communautés qui nous ont aidés à collecter ces données-là au niveau de Luinja. C'est de cette manière-là qu'on a fait la dissémination. Ce n'est pas terminé. Donc, nous comptons continuer avec les autres groupes cibles. Nous comptons continuer avec les autres groupes cibles pour continuer à disséminer les rapports. Ça, c'est l'étape de dissémination. Mais après l'étape de dissémination, nous avons besoin aussi de mobiliser un certain nombre d'organisations de la société civile qui peuvent produire des rapports rapides, n'est-ce pas? Qui peuvent faire des quick scans, donc un scan rapide sur les problèmes identifiés dans ce rapport, principalement à savoir la faiblesse de ces montants-là. Pourquoi 3 millions? Pendant 3 ans. Et les organisations de la société civile sont engagées dans ce processus. Nous aurons encore le temps de les rencontrer pour discuter avec eux, pour qu'on s'entraide un peu à obtenir ces réponses scannées par rapport aux problèmes identifiés. Et en fin de compte, nous allons mener des actions de plaidoyer, n'est-ce pas, au niveau des autorités provinciales pour qu'elles s'impliquent. Au fait, c'est là les étapes qui vont suivre. Alors, que disent les autorités provinciales par rapport à ces chiffres? Bon, dans cette dissémination, on a eu des difficultés à rencontrer les autorités de la province parce que, nonobstant nos invitations, on ne les a pas rencontrés. Par contre, on a rencontré les parlementaires. Ça, j'ai oublié. On a rencontré les parlementaires. Donc, il y a le groupe parlementaire qui travaille sur les questions des ressources naturelles et ils étaient scandalisés par tout ce qu'ils ont vu là-bas. Ils ont même dit qu'ils introduiraient une question orale que le gouverneur explique et qu'il appelle ces entreprises, n'est-ce pas, à s'expliquer sur ces faiblesses des montants. Il y a même des entreprises qui ont payé $200. Alors qu'on sait combien ils peuvent mobiliser. Ce sont des grosses entreprises ici. Mais ils n'ont payé que $200 dans 3 ans. Ça signifie quoi? Ça signifie environ $75 par an. Vous pouvez vous imaginer, $75. Même toi, là, je pense que tu payes plus que ça. Effectivement. Bon, c'est quand même étonnant. Et la question orale avec débat au gouverneur, ils ont dit qu'ils vont l'adresser quand? Ils sont en train de se préparer. C'est une session budgétaire, la session de septembre. Oui. Ils sont en train de se préparer. Ils ont dit qu'ils vont se réunir cette semaine et qu'ils adresseraient la question orale au gouverneur de province. Alors, Maître Grégoire, je vais répondre ici ce qu'a dit M. Marcelin Bilomba, vous le connaissez, c'est le conseiller du chef de l'État en matière économique. Sur la radio Top Congo, il a dit ceci, je cite, il faut ouvrir nos minéraux aux Rwandais car ils sont avancés dans la transformation et c'est du gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, citer nommément les Rwandais, je ne pense pas que c'est cela. Parce que nos minéraux sont ouverts. Il y a des Canadiens, il y a les Américains qui sont à Bissier là-bas. Je crois que vous connaissez l'entreprise Alphamine. Il y a des Chinois partout au Katanga. Je ne vois pas pourquoi on doit sélectionner seulement les Rwandais. S'ils ont des capacités de venir faire du travail, ils ont les moyens financiers. En ce qui me concerne, moi, personnellement, je n'engage pas la maison des mines du Kivu. Pour moi, je pense que ça ne pose aucun problème s'ils peuvent venir et travailler dans les normes, en respectant les normes, parce que l'exploitation des ressources naturelles marche avec des normes internationales. S'ils viennent chez nous en respectant les normes, tant mieux, parce qu'on a des Chinois qui travaillent ici sans respecter aucune norme. Je ne vois pas pourquoi on doit citer seulement les Rwandais, on les cite comme Rwandais. Ils pouvaient dire, on va ouvrir nos minéraux à tous les partenaires qui vont venir à condition de respecter les règles. C'est tout. Là, on ne cite pas Rwandais, Tanzaniens, Ougandais ou quoi. Ça, c'est moi, ma réponse. Alors, nous allons revenir dans les rapports des litiers, Maître Grégoire. Merci pour cette réponse. Parmi les 7 exigences que vous avez citées, les 7 exigences ITIE, quelles sont les exigences qui respectent les entreprises minières qui exploitent la province du Sud Kivu?
Bon, jusque-là, il n'y a que la participation au groupe multipartite. C'est-à-dire, ils sont dans les réunions, ils sont représentés, mais les autres exigences telles que les paiements, je pense qu'ils ne les respectent pas. Alors, on parle d'exigences. Ce n'est pas contraignant, ces exigences-là ne sont pas contraignantes. Non. Le problème de l'ITA, c'est que ce n'est pas contraignant. Sauf que l'ITA a une approche. Lorsque le rapport est publié comme ça, il va sur toutes les bourses mondiales. Et là, sur les bourses mondiales, on peut couper le financement à une entreprise. Parce que je dois vous dire que ces entreprises, quand elles marchent, elles ne marchent pas avec leur propre argent. Elles fonctionnent avec l'argent des banques. Et ça, c'est une sanction qui est grave pour une entreprise à qui on va couper les financements, les appuis financiers. C'est ça. Donc, ils ont les risques d'avoir des financements coupés. Est-ce Oui. que vous pouvez nous donner un exemple d'une entreprise qui a vécu ça? TFM, Tenke République Fungurume Mining, du Congo. l'américaine Tenke Fungurume Mining a déjà connu une rupture comme ça. Ok. Et quelles sont les recommandations de publier publier ce que vous payez, la plateforme qui a qui a disséminé ces rapports? Je rappelle que c'est un rapport de toute la République, mais ici au Sud Kivu, vous avez disséminé ce qui concerne la province. Pour publier ce que vous payez, la grande recommandation, c'est d'encourager les entreprises à déclarer ce qu'elles payent. C'est très important. La deuxième recommandation, c'est d'encourager la population à travers ces groupes sociaux, c'est-à-dire la société civile, les mouvements citoyens et les autres, n'est-ce pas, à suivre les revenus, à s'intéresser à la question d'argent. Les gens au Sud Kivu, ils perdent beaucoup de temps à discuter politique. Beaucoup de temps. Partout dans les sites, BBC, Kadutu et partout, les gens parlent politique. Mais entre-temps, l'argent est en train de fuir. Et personne ne suit. Personne n'est intéressé. Ça, c'est un problème. On va seulement se lamenter. Oh non, l'argent a été détourné. Mais l'argent là qui est détourné, ça vient d'où? Ça vient des minéraux. Parce que c'est l'unique grosse ressource que nous avons ici au pays. La troisième recommandation, c'est que publier ce que vous payez veut voir les autorités provinciales s'impliquer dans le suivi de l'argent qui est engagé. C'est ça. Alors, maître, publier ce que vous payez, 3 130 000. Pouvons-nous savoir quel a été l'impact de ces recettes en province? Pas beaucoup. À quoi a servi ces 3 millions? C'est quand même 3 millions. On n'a pas vu ni route ni quoi, parce que les autorités ne nous ont pas reçus, n'ont pas reçu nos équipes, hein, parce que sur la fiche, il y avait aussi cette question. À quoi a servi l'argent? Mais comme les autorités n'ont pas répondu à ces questions, bon, on s'est limité à dire ce qu'ils nous ont dit. Alors, peut-être une dernière question, parce que nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de ces magazines. La transparence, par rapport à la publication du rapport des litiers, qu'est-ce que vous pensez? Vous avancez avec la publication du rapport, ou bien la République démocratique du Congo recule? Est-ce qu'on est à temps, ou bien nous sommes en retard? Cette fois-là, on est à temps. Publication? Cette fois-là, on est à temps parce que les années passées, on avait des retards de 2 ans, de 3 ans. Mais cette fois-là, on a une partie du rapport de 2020. Nous sommes en 2021. Quelle est l'exigence des litiers par rapport à la publication des rapports? 2 ans au plus tard. 2 ans au plus tard. Oui. Donc, nous sommes à temps. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'impact de Covid-19 par rapport aux recettes des entreprises minières? Bon, il peut y avoir eu un impact. Mais l'important pour l'ITIE, c'est de déclarer seulement et de dire ce qu'on a connu comme problème. Parce que lorsque les gens ne disent rien, comment nous saurons qu'il y a eu un impact sur la production? Non, on ne le saura pas. Ok. Et dans les sites où vous êtes allés, pouvons-nous savoir comment est la population? Parce que vous avez dit que les recettes, il doit y avoir un impact dans les ETD, dans les villes ou bien dans les territoires où sont exploités c'est l'or, principalement ici au Sud Kivu.
Je veux dire ceci. Là où nous sommes allés comme à Luinja, la chefferie de Luinja nous a dit qu'ils ont construit un bâtiment pour la chefferie. Ils sont en train de construire un centre d'information. Bon, ils nous ont dit qu'ils sont en train de construire une route. Hein? Ils sont en train de construire une route. À Luinja. À Luinja. Mais ailleurs, on ne nous a rien dit. OK. Donc, il se pose encore un problème de transparence. Oui, merci, Maître Grégoire Kassadi, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de la maison Mine du Kivu, une plateforme qui opère dans les secteurs miniers. Avec vous, nous étions en train de parler du rapport ITIE 2018-2019. Merci beaucoup, Maître Grégoire. Peut-être un petit mot par rapport à la transparence des industries extractives au Sud Kivu? C'est un domaine où les jeunes ne sont pas vraiment trop présents. Hein? Les jeunes sont ailleurs, alors que cette question de transparence, non seulement ça peut leur donner du travail, ça peut leur donner une occupation, mais aussi ça prévient leur avenir. On ne peut pas dire qu'on est dans un pays où on exploite les minéraux et les ressources naturelles, mais cet argent n'est pas réinvesti dans d'autres entreprises qui peuvent occuper les jeunes plus tard. C'est le moment de suivre pour l'avenir du pays. Je pense que c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Nous appelons les jeunes à s'impliquer dans le processus. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et continuez à suivre www.svenmediab.info et la radio Sven sur 89.3 MHz pour vous informer et à très bientôt. Merci beaucoup.